vraie voix Sud Radio. Ils ont repris ce matin avec leur traditionnel conseil des ministres. Ils avaient toutes nos ceintures à la main et devraient nous les serrer avec âpreté, puisque David Amiel, le ministre des Comptes publics, parle d'une possible dérive très grave des finances publiques et invite à réduire les déficits. Notre grand débat ce soir, rentrée du gouvernement, les Français doivent-ils se serrer la ceinture ? Écoutez Maude Bréjon, la porte-parole qui, à la sortie, et c'est une tradition de la conférence de presse, commençait à anticiper les nombreuses questions. Nous avons pris quelques engagements, nous aurons l'occasion d'en prendre d'autres, parmi lesquels effectivement pas de hausse d'impôts pour les Français, et je pense notamment aux classes moyennes, je pense notamment aux Français qui travaillent. Nous sommes dans un pays qui est déjà extrêmement fiscalisé, plus que la majorité de nos voisins européens. Il ne serait pas, en tout cas c'est notre position, ni raisonnable, ni souhaitable, ni admissible pour nos concitoyens d'aller vers davantage de fiscalité. Bon, déjà ça veut dire qu'on va pas trop se serrer la ceinture, William Tay, ou que... Bon. Moi, je pense que de toute façon, quand elle n'a pas le choix, parce que quand vous regardez les dépenses de la France, moi, je pense que c'est pas aux Français de se serrer la ceinture, c'est à l'État de se serrer la ceinture. Si la France dépensait autant que les autres voisins de la zone euro, on pourrait économiser 220 milliards. Or, ce chiffre a un problème. C'est qu'on prend en compte les moyennes de la dépense de la France. Si on excluait la France de cette moyenne, on pourrait même économiser jusqu'à 280 milliards d'euros par an parce que la France dépense 10% de plus que ses autres voisins. Et donc, ça représente 280 milliards. Qu'est-ce que ça représente 280 milliards? Ça veut dire qu'on n'aurait plus de déficit public et on pourrait supprimer complètement l'impôt sur le revenu. Ça représente ça quand même. Donc, ça veut dire que si la France était gérée comme un autre pays européen, c'est-à-dire un pays normal, on serait à peu près bien organisé. Oui, mais ça fait autant de prestations en moins pour les Français. Oui, mais quand on arrive sur les autres pays, le taux de pauvreté en Allemagne est quand même inférieur au taux de la France. Quand vous regardez l'efficacité des hôpitaux allemands ou de l'éducation allemande, c'est supérieur au taux de la France. L'Allemagne n'est pas un pays ultra-libéral ou un peu comme ce qu'on raconte à chaque fois. Donc quand on raconte ça, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas ici également que la France dépensait 250 milliards d'euros de prestations sociales dans les années 90 et qu'on en pose 800 maintenant et qu'on a multiplié du coup par 3 les dépenses sociales et qu'on n'a jamais eu autant de pauvres selon l'INSEE. Donc depuis qu'on dépense plus de dépenses sociales, depuis qu'on file de l'assistanat à tout va, au final on a assisté les Français mais on les a enfermés dans la pauvreté. Et moi je pense qu'on peut résumer ça par la phrase de Churchill: le capitalisme et le libéralisme est certes un mauvais système qui crée des inégalités, mais le socialisme c'est l'égale répartition de la misère, donc chapeau les artistes. Eh bien voilà, ça c'est du William Tay. Vous écoutez Sud Radio, évidemment. Alors Déborah Schumann, vous êtes un petit peu montrée du doigt parce que vous êtes. Oui, parce que vous êtes proche quand même de Gabriel Attal, un peu d'une certaine manière, non, vous nous l'avez dit l'autre fois. Vous êtes vous êtes centriste. Je suis plutôt proche du bloc central. J'ai pas dit forcément de Gabriel Attal, mais en effet. Est-ce que le bloc central là, il a montré l'exemple? Est-ce que il est quand même encore au pouvoir? Est-ce qu'il va choisir de nous serrer la ceinture, parce que le bilan là c'est 10 ans de bloc central. Oui, c'est 10 ans de bloc central, mais enfin ça n'a pas commencé uniquement avec Emmanuel Macron. C'est pas pour défendre Emmanuel Macron, c'est si on regarde, je pense qu'il y avait déjà des dérives avant et qu'elles n'ont été qu'amplifiées depuis 10 ans. Ça c'est très clair. Et je pense qu'il y a eu des grosses erreurs qui ont été commises pendant ces 10 dernières années. La grosse erreur, c'est en effet d'avoir donné de l'argent. En effet, vous le disiez très justement, mais je pense qu'on a donné beaucoup d'argent sans compter, et que le sans compter, à un moment, il faut le compter. Et que aujourd'hui, il faut payer, parce que c'est bien sympa d'avoir donné de l'argent à tout le monde, mais à un moment donné, il y en a plus d'argent. Donc là, il y a quand même des mesures. L'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, au moment où il y a eu les débats aussi sur le budget, de la même façon, on a rétropédalé sur plein de choses qui avaient été mises en place. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu préserver le gouvernement à tout prix et être le plus consensuel. Et cette année, de la même manière, il va falloir faire des efforts. Alors, il y a un moment donné, on repousse d'année en année, mais il y a bien un moment, il va falloir les faire, ces efforts. Et si on ne les fait pas de toute façon, il y aura des gens en Europe pour nous dire de les faire. Et d'une manière, à mon avis, beaucoup moins sympathique. Ouais. Ce qui fait qu'on soit autant endetté, et Déborah Schumann le dit, c'est-à-dire qu'on a dépensé sans compter, mais c'est quoi qu'il en coûte. Moi, ça me fait tout de suite penser à ça. Et on a quand même accompagné, la France a quand même accompagné ses citoyens face au Covid. Mais quand vous regardez, moi je vais revenir sur ces deux choses-là chaque fois qu'on balance souvent. On dit la France a été victime du Covid, comme si il y a que la France qui était victime du Covid, c'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas été touchée par le Covid, l'Italie n'a pas été touchée, il y a aucun pays du monde n'a été touché par le Covid. Moi, mais la France a aidé. Moi, le souvenir que j'en avais, c'est que tous les pays ont été touchés de la même manière. Et quand vous regardez la dette Covid uniquement,
L'Allemagne va rembourser sa dette Covid à partir de 2020 en 7 ans, donc ça veut dire que l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est terminé pour eux. L'Italie en 25 ans et l'Espagne en 40. Nous, vous savez combien de temps il faut pour rembourser la dette Covid ? 69 ans. Ça veut dire que vos petits-enfants vont rembourser une dette qui a été acquise aujourd'hui. Donc peut-être que les autres pays, ça a été le chaos absolu, etc. Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'ils s'en sortent même un peu mieux que nous et qu'en tout cas, ils vont rembourser même, d'une part, leur croissance est meilleure que la nôtre, leur taux d'emploi est meilleur que le nôtre, ils ont moins de chômage et en plus, ils vont rembourser la dette Covid plus de 2. Et deuxième point, la dette de Macron, parce qu'il faut quand même dire quand même qu'il n'est pas responsable de tout. La moitié de la dette de Macron, entre un tiers et la moitié de la dette de Macron, provient du déficit de régime des retraites, des fonctionnaires et des régimes spéciaux, qui coûtent chaque année aux Français 40 à 50 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en 10 ans de Macron, vous avez 500 milliards d'euros de déficit qui provient du fait qu'en fait, les Français doivent alimenter dans la caisse chaque année le régime de retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux. Ça veut dire qu'on paye pour le fonctionnement. Si vous faites de la dette pour faire des trains, des avions, etc., ça peut être rentable. Là, on paye uniquement des déficits pour le fonctionnement. Et qu'est-ce que c'est que la dette ? Eh ben, c'est les impôts qui sont soit payés par le contribuable français, soit par vos enfants, soit par vos petits-enfants. Pascal Chanteur, la France se gère mal, d'accord, on l'a bien compris. Mais quelles dépenses en trop ? Quelles dépenses ne sont pas justifiées ? Non, alors tout d'abord, je tenais à féliciter William parce que je bois ses paroles. Ah bah c'est ça. Il est comme ça, William. Non, il est très bon. Non, mais on parlait de ceinture. Première chose, je pense que beaucoup de Français sont au dernier cran. Bah oui, c'est ça le problème. Ça, c'est clair. C'est aujourd'hui faire peser encore un peu plus sur les Français, c'est juste impossible. William l'a très bien dit. Non, je pense que, alors quand on dit, quand j'entends... Sur les Français ou certains Français, parce que... certains Français, Français. Mais encore une fois, quand j'entends le gouvernement qui dit pas d'impôt ou quoi que ce soit, quand on voit, encore une fois, augmentation de l'électricité, augmentation du gaz, augmentation des carburants, augmentation donc du chauffage, donc les Français vont bientôt plus pouvoir se chauffer, l'alimentation qui explose, enfin bref, ça c'est de l'impôt. Ça reste de l'impôt. Oui, c'est de l'impôt masqué, c'est pour ça. C'est de l'impôt masqué, voilà. Mais ça reste de l'impôt. Non, le vrai problème, il faut revenir aux régaliens, c'est-à-dire les hôpitaux, la police, les pompiers. L'école. Il faut gérer. Je pense que beaucoup de mères de famille seraient plus en capacité de gérer le budget de l'État qu'un grand nombre de nos clowns, parce que c'est clairement le cas, hein, il y a un certain nombre au sein du gouvernement qui sont de véritables clowns. Hein, quand ils sont obligés de gérer. J'entendais tout à l'heure, il va falloir peut-être les aides familiales, tout ça. Tout de suite, vous aviez une représentante des familles qui dit c'est une honte, sinon. Vous dites ça pour la culture, vous avez un représentant de la culture, c'est une honte. Tout le monde dit c'est une honte. Il l'a très bien dit, il faut faire des choix et à un moment donné, aujourd'hui, le gouvernement coûte trop cher. Et c'est qu'à un moment donné, s'il y en a qui doivent se serrer la ceinture, c'est eux en premier lieu. Parce qu'à un moment donné, il faut réduire les dépenses. Et les dépenses de l'État sont pharaoniques. Bon, attendez. Parce que c'est super passionnant ce que vous dites, mais vous savez qu'on doit marquer une respiration. Oui, okay. Donc je préfère vous interrompre au moment où c'était encore plus passionnant parce que vous alliez dire quelque chose. On se dit avec nos auditeurs à tout de suite, restez bien avec nous parce que donc la suite est très intéressante. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les retraites, ça coûte cher. Les dépenses de santé, ça coûte cher. L'éducation, l'hôpital, la voirie. À ce qui paraît, les Français mènent un sacré train de vie. Et du coup, le budget de l'État accumule les déficits et la dette s'envole. Nos ministres l'ont tous redit ce matin. Mais qui va rogner sur son précaré ? Dans tous les cas, les Français vont passer à la caisse. Notre débat. Rentrée du gouvernement en hashtag. Les Français doivent-ils se serrer la ceinture ? Dites-nous ce que vous en pensez. Au 0826 300 300. Et puis, pour notre consultation, bien sûr, sur le compte, enfin sur la chaîne YouTube, donnez-nous votre avis. Alors, notre auditeur avec nous, c'est Lionel, auditeur fil rouge. Vous rejoignez donc nos trois vraies voix, William T, Déborah Schumann, Pascal Chanteur. Lionel, vous étiez tout à l'heure avec nous en tant que ministre du numérique, c'était bien. Vous avez entendu William T s'apprêter à aller faire une analyse, mais j'aimerais que vous nous disiez ce que vous en pensez sur c'est jouable ou pas ? Faut-il qu'on se serre la ceinture ?
William Tay a fait exactement, j'ai vu ses paroles et comme votre autre intervenant, il a exactement défini ce qui se passe. Il y a juste un petit manque dans ce qu'il a dit, c'est la corruption qu'on a en France. On est classé 27e au niveau mondial. 27e, c'est un chiffre complètement catastrophique. Hein. On a une augmentation en 2025. L'AFA, l'agence anticorruption, là, elle a relevé 16% d'augmentation quand même sur les affaires. Et la corruption, il faut pas croire qu'en fait c'est l'attribution d'un logement social parce que vous connaissez bien un tel et un tel. Non. La corruption, c'est la corruption des marchés publics. Donc c'est des pertes d'argent qui sont absolument colossales. Maintenant, est-ce que l'État doit se serrer la ceinture? La dernière fois, j'étais le ministre du temps libre, je crois, un truc comme ça. Vous cumulez les portefeuilles d'ailleurs, je voulais vous le dire, vous êtes un cumulard. Ouais, mais je me suis auto-viré tout de suite, en fait, vous voyez, parce que concrètement, j'ai pas du tout supporté ce poste et je me suis dit, c'est pas possible. Donc je me suis auto-licencié. Donc, mais pour la blague, passons la blague. Moi, aujourd'hui, avec mes sociétés, donc j'ai une boîte depuis un peu plus de 8 ans, Bergeon, elle est bien gentille, elle a dit qu'il n'y avait pas d'augmentation d'impôt. Maud Bréjon, oui. Alors Bréjon, concrètement, moi j'ai une augmentation de mon foncier sur tous mes bâtiments. Je paye mon foncier, je paye 4 fonciers, parce que j'ai 4 sièges à la maison, donc je paye 4 fonciers. Le mien, de ma résidence principale, et le siège de mes 3 autres sociétés qui a augmenté, qui a fait x3. Donc déjà, j'ai une augmentation d'impôts. Cette année, je me suis payé la CDHR et la CEHR, qui devait être un impôt sur une seule année. Finalement, je l'ai encore pris dans la tête cette année. Pour y être, il faut être au-dessus de 250 000. Je dis pas que je gagne pas bien ma vie. C'est pas la question. Je dis juste que je travaille 80 heures semaine et qu'à un moment donné, s'ils pouvaient m'en laisser un peu, parce qu'aujourd'hui, perso pro, c'est 70% de ce que je génère en taxation diverses et en impôts. Donc, est-ce qu'il faut serrer la ceinture, comme l'a dit un autre de vos intervenants? Pascal Chanteur, oui. Je pense qu'on est effectivement au dernier cran de la ceinture, parce que moi, il me reste 30% sur ce que je génère. Alors, je veux bien, en fait, si vous voulez, je veux bien bosser comme un fou furieux, je veux bien partager. Le partage, ça n'a jamais été 70-30, hein. Le partage, c'est 50-50. Donc, que l'État se serre la ceinture déjà le premier. Moi, je rêve d'un gouvernement Milei, là. Il arrive et il fait comme en Argentine. Mais il fait un strike complet, là, dans toutes nos officines, pourries qui servent à rien. Mais vous savez, il y a quand même un politique aujourd'hui, et je fais pas de la pub pour lui parce que concrètement, moi, j'en ai un petit peu rien à faire de tout ça. Mais aujourd'hui, il y en a un seul qui parle de faire un strike comme ça, un peu comme Milei, c'est Lisnard. C'est le seul qui a un discours. Le maire de Cannes, David Lisnard. Sur l'orientation de l'argent public et sur vraiment tout ce qui nous grève. Tout ce qui nous défonce tous nos budgets et tout. Parce que concrètement, moi, je veux bien entendre qu'on a 500 milliards de pertes sur les régimes, sur les régimes de retraite et les régimes spéciaux. Mais à un moment donné, je pense que si l'argent était mieux orienté et un petit peu mieux placé et que les gens travaillaient un peu plus, parce que les 35 heures, va falloir aussi y stopper. Moi, je suis à 80 heures, hein, les 35 heures, c'est le mercredi soir. Hein. Donc, j'ai pas trop de stress avec ça. Maintenant, il faut que les gens acceptent de bosser plus. Pourquoi? Pour produire plus, pour que le pays se relève. Et c'est pas à 35 heures avec tes RTT, tes machins et ta petite récup qu'on va y arriver. Donc, faut tout le monde se relève un peu les manches. Alors, encore faut-il que certains puissent avoir une base de 35 heures pour travailler, parce qu'il y a des gens qui cherchent aussi du travail. Mais coupez les aides, vous allez voir, ils vont trouver du boulot, c'est sûr et certain. Coupez les aides. Lionel, merci. Vous avez été une nouvelle fois très bon tout à l'heure en tant que ministre du numérique. Là, on va dire les comptes publics. On vous rappelle pour les comptes publics. Non, mais c'est bien vu. William Tay, justement, sur ce que dit Lionel, c'est vrai, la notion de corruption, tout cela, c'est... Moi, je pense que le problème qu'on a en France essentiel, c'est que les gens qui travaillent, et la classe moyenne, et les classes, en fait, tout qui travaillent, c'est devenu le tiers-état. Quand vous regardez, en fait, vous avez à peu près 20 millions d'actifs qui payent pour 66 millions de Français. Et c'est ça le problème. Vous avez de moins en moins de gens qui travaillent de moins en moins longtemps et qui doivent payer pour l'ensemble de la classe. Et encore, s'il y avait uniquement ça comme problème, ça irait à peu près. Mais en fait, ce que vous remarquez quand vous regardez les statistiques avancées, c'est que plus vous payez d'impôts, plus vous êtes contributif sur les cotisations sociales, les impôts de production, etc., moins vous avez de droits. Parce qu'en fait, on a réduit les droits progressivement. C'est-à-dire que plus vous payez d'impôts, moins vous avez de droits à remboursement sur les médicaments. Plus vous payez d'impôts, moins vous avez de droits sur l'ensemble des prestations familiales, des prestations sociales, etc. Donc en fait, vous avez des gens qui contribuent quasiment pour l'ensemble du système, avec des chiffres qui sont plutôt marquants. 10% des Français payent 75% du montant de l'impôt sur revenu. Après, c'est un effort de solidarité, c'est ce qui est avancé en général. Mais effort de solidarité, c'est pas que des gens payent tout pour tout le monde, c'est que chacun contribue à sa manière. Deuxième point, quand vous regardez les taux de cotisation, etc., vous voyez à peu près que 50% des gens ne payent jamais d'impôts, alors que vous avez 50% des gens qui en payent. Et au final, ces 50%-là, quand ils vous demandent des aides, quand ils vous demandent quoi que ce soit,
et ben ils auront le droit à rien, si ce n'est quasiment se faire cracher dessus par certains politiques et se faire tondre en plus la pelouse par le gouvernement. Donc en fait, ces gens-là, vont mener à peu près une révolution fiscale en se disant, il y a peut-être marre de payer pour tout le monde, alors qu'on nous demande de plus en plus et qu'on nous offre jamais rien. Bon, alors vous allez dans le sens finalement de ce que disait Lionel de Grasse, qui nous a confirmé, réponse à la question, je le rappelle. Vous répondez, vous nous dites au 0826 300 300 et puis également sur notre chaîne YouTube, les Français doivent-ils se serrer la ceinture? Donc Lionel dit non, on se la serre déjà beaucoup. Loïc à Toulouse. Bonsoir Loïc. Oui, bonsoir. Bon, vous dites oui, il faut qu'on se serre la ceinture. Non, mais c'est pas qu'il faut qu'on serre la ceinture, on se la serre déjà. Oui, bah oui. Et donc, par rapport à ça, nos chers ministres sont bien mignons, mais on est dans une situation où là, on ne peut plus rien demander aux Français. Je suis entièrement d'accord avec vos intervenants sur le fait que je suis pas né en France, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu dans des pays où même les gens qui étaient au minimum sociaux contribuaient sur une tranche d'imposition extrêmement large et à minima. Mais du coup, ces gens-là avaient quand même une idée de combien coûtait l'ensemble des services publics. Oui, l'effort collectif. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, moi je gagne 2800 net tous les mois. J'ai une pension alimentaire qui est importante. J'ai un prêt à rembourser pour mon divorce. Bon, c'est un truc particulier, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, au 8 ou au 9 mois, je serre les fêtes jusqu'à ce que la paye arrive le 27 ou le 28. Et je gagne 2800 € net tous les mois. Et voilà, ouais. Et effectivement, donc vous travaillez beaucoup, vous passez du temps. Alors justement, parce que Déborah Schumann, donc vous savez, qui est une de nos 3 vraies voix, thérapeute, tout à l'heure, elle parlait d'éco-anxiété pour écologie. Est-ce qu'il y a aussi l'économie anxiété? Vous le voyez dans votre cabinet, parce que quand on entend Loïc de Toulouse, c'est un homme de son temps, il paye une pension alimentaire, il bosse, ça fait peur, quoi. Il y a un moment. Bien sûr qu'il y a une anxiété autour de l'économie, très clairement, parce que la logique voudrait, en tout cas c'est comme ça que ça s'est produit pendant des décennies, c'est que nos enfants, logiquement, devraient réussir mieux que nous. C'est-à-dire que c'est un peu le système normalement d'ascenseur qui n'existe plus vraiment en réalité. Aujourd'hui, la plupart des gens, et j'en ai un certain nombre dans ma consultation, me disent j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour leur avenir, je ne peux pas payer leurs études, je ne peux pas payer potentiellement de les emmener à l'étranger, etc., qui peut leur ouvrir des portes. Donc il y a bien, à un moment donné, il y a un frein qui existe. Finir le mois en se disant au 15, j'ai plus rien et donc je suis obligé de compter chaque sou, tout ça ne peut pas mettre non plus les gens dans une dynamique où, on le voit bien, je veux dire, ne serait-ce qu'à Paris, je prends l'exemple de Paris, mais les gens sont quand même très fermés, très agressifs. On voit bien qu'il y a une forme d'agressivité qui existe parce que tout ça est très pesant. Donc, j'entends bien quand les gens disent on devrait s'occuper de la France avant de s'occuper de l'étranger. Alors, on doit s'occuper des deux, parce que c'est le principe même, mais je conçois que les gens se renferment sur eux et disent, mais prioritairement, occupons-nous de nous, parce que nous allons mal aujourd'hui. Ouais, les conflits aussi. Et ça, j'allais vous dire que depuis le Covid, on le voit grandissant, cette anxiété, mais je trouve que là, depuis l'Ukraine, c'est de pire en pire. Ouais. C'est de pire en pire. Pascal Chanteur, ces territoires que vous défendez en tant que conseiller municipal, tout ça, il y a cette angoisse dans les territoires. Oui, non, mais bien sûr, mais Loïc l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, moi, ce que je vois par rapport aux gens que je peux côtoyer, j'ai été commerçant par le passé, aujourd'hui, je suis élu municipal. Les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent, comme Loïc, pour 2800 € et qui le 8 du mois sont déjà en train de serrer les fesses, il y en a une multitude. Et à côté de ça, ils ont certains, pour certains, leurs voisins, des connaissances, qui eux restent chez eux et qui vivent largement bien. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est qu'à un moment donné, le travail devrait Et puis il y en a qui travaillent mais qui gagnent beaucoup aussi, et redistribution des recherches, des richesses quand même. Trop de redistribution. Oui, mais encore une fois, je suis d'accord, mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils payent aussi quand même de l'impôt. Alors il y en a qui se substituent à l'impôt, mais il y en a pas tant que ça, parce qu'il faut faire société. On va pas taper sur les plus pauvres forcément sur cette histoire de répartition de l'effort, parce qu'il y a aussi des gens très aisés quand même. Je parle pas des plus pauvres. Il l'a très bien dit.
il a voyagé, il a été dans d'autres pays et il y a des contributions de tous. Et c'est ça qu'il faut. Il faut revenir sur la contribution de tous. Et quand tu parlais des plus aisés, bien entendu. Mais si jamais tout le monde mettait la main à la poche et tout le monde se remettait au travail en France, ça irait beaucoup mieux. D'accord. Et si le travail payait aussi, sous-entendu, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ceux qui travaillent pour eux, ils peuvent aussi redistribuer. Dans un instant, le résultat de la consultation. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio.